En 1996, un incendie suspect détruit la maison d'un policier de Seattle, dans l'État de Washington. Un ancien détenu avoue avoir déclenché l'incendie avant de disparaître mystérieusement. Les enquêteurs examinent minutieusement sa déposition et découvrent des indices qui laissent supposer qu'un crime plus grave encore qu'un incendie volontaire a eu lieu. Diana Green a 20 ans et elle est enceinte lorsqu'elle est violée et frappée sauvagement dans son appartement. Elle perd son bébé suite à l'agression. À sa sortie du coma 3 semaines plus tard, elle annonce aux policiers qu'elle connaît l'identité de son agresseur. Mais ses souvenirs sont-ils fiables? Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces 2 affaires inédites des enquêtes impossibles. Les Grecs de l'Antiquité, inventeurs de la démocratie, avaient bien compris qu'une société ne pouvait fonctionner harmonieusement que si elle s'appuyait sur des lois justes et valables pour tous. La liberté de chacun ayant ses limites, là où commence celle des autres, justice et police doivent veiller à leur stricte application. Ainsi, lorsqu'un représentant de la force publique se met volontairement hors la loi, il ne fait pas que se parjurer, il bafoue la démocratie dans ce qu'elle a de plus fondamental. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre l'une de ces dérives dont la presse se fait régulièrement l'écho. L'agent de police Matt Backmeyer travaille depuis 25 ans au bureau du shérif de la ville King County. C'est un homme apprécié et respecté de ses collègues. Cet homme était un héros. Il était intervenu sur plusieurs fusillades dans différentes situations à risque et il en avait réchappé. Le 9 juillet 1996, à 1h30 du matin, un incendie survient au domicile de l'agent de police Backmeyer. Backmeyer se trouve dans une salle de bowling quand l'incendie se déclenche. Quand le feu est finalement éteint, la maison est presque entièrement détruite. L'origine de l'incendie est suspecte. Des chiens entraînés spécifiquement pour reconnaître des liquides inflammables ou des produits accélérants sont envoyés sur place pour parcourir les décombres. Les chiens identifient 5 zones où des accélérants ont été utilisés pour déclencher l'incendie. L'une d'elles se trouve dans la cave. La deuxième est dans la salle à manger. Le grenier abrite 2 zones distinctes. La 5e zone se trouve dans le garage. En matière d'incendie criminel, on parle de foyers d'incendie multiples. Sur un des murs extérieurs du garage de l'agent de police Backmeyer, les policiers retrouvent des messages peints à la bombe qui s'en prennent à la police. L'un d'eux déclare « Rios vit toujours ». Guadalupe Rios est un homme que l'agent de police Backmeyer a tué 8 ans plus tôt dans l'exercice de ses fonctions. Backmeyer a dit à ses collègues qu'il a reçu des menaces de la part des amis et de la famille de Rios, mais que jusqu'à présent, ce n'était que des menaces. Le capitaine David Meron est le supérieur de l'agent de police Backmeyer. On était inquiet quand la maison d'un de nos collègues est volontairement incendiée. Pour lui, c'est forcément un événement traumatisant. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'aide et de soutien et qu'il fallait qu'il prenne du repos pour digérer cette histoire. Voir sa maison partir en fumée est un drame dont on ne fait le deuil que difficilement. Davantage encore lorsque l'incendie qui l'a ravagé est un acte criminel. C'est pourquoi les collègues du sergent Matt Backmeyer se mobilisent pour relever dans les décombres des indices qui pourraient les mener au coupable. S'agit-il d'une vengeance des proches de Guadalupe Rios, le malfrat que Backmeyer avait abattu en février 1988, comme semble l'indiquer le message peint sur le mur de son garage? Selon le compte-rendu officiel, Rios s'apprêtait à dévaliser une station-service lorsque Backmeyer avait été appelé sur les lieux. Rios avait alors tiré 2 coups de feu dans sa direction avant d'être mortellement blessé. La veuve de la victime avait contesté les faits l'année suivante. Selon 3 témoins, son mari n'était pas armé et le policier l'aurait exécuté sans sommation. Cette affaire ayant été classée sans suite, la famille de Rios a-t-elle cherché à se venger d'une injustice
en brûlant la maison de Bachmeier. Quelques jours plus tard, le sergent est appelé dans un quartier de la ville pour régler une querelle de voisinage. Contre toute attente, cette banale intervention va relancer l'enquête. Quelqu'un est blessé? Oui. Ça va? Oui, je vais bien. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? L'un des hommes impliqués dans cette querelle est Brad Wren. Il souffre de troubles psychologiques et a déjà eu affaire au service de police. Que s'est-il passé? D'abord, il faut que je vous dise qu'il y a 2 semaines, on lui a tiré sur la jambe. Aujourd'hui, il s'est battu avec le frère de son colocataire. Ça va? Vous avez mal à la jambe? J'ai vraiment mal, mais je crois que ça va aller. On va aller au commissariat pour prendre votre déposition. L'agent de police Bachmeier demande à Wren de l'accompagner au commissariat pour qu'il puisse enregistrer sa déposition. Selon l'agent de police Bachmeier, au cours de l'interrogatoire, Wren lui demande s'il est bien le policier dont la maison a été détruite dans un incendie. C'est votre maison qui a brûlé? Oui, pourquoi? Quand Bachmeier répond qu'il s'agit bien de sa maison, Wren prétend connaître l'identité de l'incendiaire. C'est un dealer que j'ai rencontré dans un bar. Pepe Hernandez. Pepe Hernandez a raconté à Wren qu'un policier du comté lui a volé de la drogue et de l'argent lors d'un récent coup de filet visant des trafiquants de drogue. Ce flic m'a arrêté l'autre jour. Ah oui? Il m'a piqué ma cam et mon fric. Tu vas faire quoi? Je sais où il habite, je vais aller récupérer mes affaires. Je te file 500 $ si tu me donnes un coup de main. Le policier dont parle Pepe Hernandez n'est autre que l'agent de police Bachmeier. Je lui ai dit d'accord. Et ensuite? On est entré chez vous par effraction. Pepe a retourné toute la maison. Il n'arrivait pas à trouver sa drogue et son fric. Ensuite, Pepe a commencé à voler des choses, des peintures et des statues. Je l'ai entendu dire qu'il allait mettre le feu à votre baraque. Et c'est ce qu'il a fait. Où est-il en ce moment? Si vous croyez que je vais vous aider à le retrouver, vous êtes cinglé. Il me tuerait. Quand je suis parti, il était furax. Je suis content qu'il ait mis les bouts. L'agent de police Bachmeier enregistre l'intégralité de la déclaration de Wren et lui fait signer sa déposition et le remet en liberté. Mais Bachmeier est devant un dilemme. La déclaration de Wren le met en cause dans une affaire de vol de drogue et d'argent. Il décide donc de ne pas transmettre la déposition à ses supérieurs, du moins pas pour l'instant. Brad Wren, l'homme qui prétend avoir participé à l'incendie criminel de la maison de l'agent de police Matt Bachmeier, souffre de troubles psychologiques. Tout commence quand Brad Wren est dans l'armée de l'air. Il est victime d'un grave accident de moto et en réchappe miraculeusement. Son cerveau était gravement atteint. Il ne savait pas s'il était tombé dans le coma. Il ne savait pas quoi nous dire jusqu'à ce qu'il sorte du coma. Wren finit par se remettre de l'accident, mais il n'est plus le même. Sa personnalité change, il devient plus agressif, et pour la première fois de sa vie, il a des ennuis avec la justice. Peu de temps après l'accident, il est reconnu coupable de violences sexuelles et passe 3 mois en prison. Plus récemment, Wren se dispute violemment avec son colocataire, Emmett Marcel, qui lui tire une balle dans la jambe et lui fracture le tibia. Son colocataire souffre lui aussi de problèmes mentaux. S'il ne prend pas ses médicaments, il perd complètement les pédales. Et bien sûr, il a arrêté de prendre ses médicaments, il y a déjà un moment. Depuis, Brad et lui ont commencé à se disputer violemment. Il s'occupait de la façade ou du toit d'un ami à eux, je ne sais plus. Brad a tapé Emmett sur les doigts avec un marteau. D'après Emmett, c'est pour ça qu'il lui a tiré dessus. Le sergent Matt Bachmeier semble avoir identifié l'auteur de l'incendie de sa maison. Il s'agirait d'un certain Pepe Hernandez, un dealer auquel le policier a subtilisé de l'argent et de la drogue au moment de son arrestation. C'est du moins ce qu'affirme
Brad Wren, son complice, un ancien militaire souffrant de troubles mentaux. Mais tandis que Bachmeier garde par devers lui cette information compromettante, Becky Gibbs, une enquêtrice judiciaire, découvre de nouveaux indices dans les ruines de la maison incendiée. Quand on veut déclencher un incendie dans le but de se venger, on peut effectivement se donner du mal. Mais déclencher un incendie de cette façon prend beaucoup de temps. Les décombres de l'incendie sont analysés par chromatographie. Des traces d'essence sont retrouvées dans les débris. Preuve est aussi faite que des feux de détresse ont été utilisés pour enflammer l'essence. Les feux de détresse sont des retardateurs. Quand on allume un feu de détresse, l'incendie ne se déclenche pas tout de suite. Mais une fois que le feu de détresse s'est consommé, le feu atteint le bidon d'essence, le bidon fond et l'incendie éclate. Les incendies déclenchés par vengeance sont rarement provoqués à l'aide de retardateurs. Les feux de détresse auraient pu donner suffisamment de temps au sergent Bachmeier pour se rendre à la salle de bowling et obtenir un alibi avant que les bidons d'essence n'explosent. Si les enquêteurs ont des doutes, c'est aussi parce que les œuvres d'art de Bachmeier, ainsi que sa collection de porcelaine et ses trophées de bowling, sont retrouvés intacts dans son arrière-cour après l'incendie. L'agent de police Bachmeier devient alors le principal suspect. Il nie catégoriquement, mais quand on lui demande de passer au détecteur de mensonges, il refuse. L'enquête se resserre et l'agent de police Bachmeier n'a plus le choix. Il remet la déposition de Wren aux enquêteurs, alors même que celle-ci le met en cause dans un vol à l'encontre d'un trafiquant de drogue notoire. Quand les policiers essayent d'interroger Brad Wren pour qu'il corrobore ses aveux, ils découvrent qu'il a disparu. Tous ses vêtements avaient disparu, ses chaussures aussi. Il ne restait plus rien dans la maison. Le colocataire de Wren, Emmett Marcel, qui lui a tiré une balle dans la jambe quelques semaines plus tôt, déclare qu'il ne sait rien à propos de la disparition de Wren. Je savais que Brad était mort. Je le savais. Je ne sais pas pourquoi j'en étais aussi sûre. Mais je savais que mon fils était mort. Sinon, j'aurais eu des nouvelles. Il ne serait jamais parti comme ça, en laissant ses chiens sans personne pour s'occuper d'eux. Il n'aurait jamais... Il ne les aurait jamais laissés comme ça. Le détective Denis Gula demande alors à Matt Bachmeier s'il sait quelque chose à propos de la disparition de Wren, car il est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Il se met à rire et il me dit « Si vous le retrouvez mort avec ma carte de visite clouée sur le front, vous saurez où me trouver. » Il prenait ça à la rigolade. Mais j'ai noté ce qu'il avait dit, car j'ai trouvé ça bizarre. La police ne trouve aucune arrestation mentionnant quelqu'un du nom de Pepi Hernandez. De plus, selon les enquêteurs, la façon dont Bachmeier a mené l'interrogatoire de Brad Wren est irrégulière. Quand on prend la déposition de quelqu'un qui avoue un crime aussi grave, qui plus est un crime dont on est suspecté, comme c'était le cas de l'agent de police Bachmeier, et quand en plus on est la victime de ce crime, il est tout à fait anormal de la part d'un policier qui a 25 ans d'expérience d'enregistrer la déposition du suspect tout seul. Et puis, le relâcher tout de suite après, ce n'est pas la procédure habituelle. Bien que la famille de Brad Wren ait authentifié la signature au bas des aveux supposés de Brad, les experts en calligraphie ne sont pas totalement convaincus. À Seattle, dans l'État de Washington, la police conduit 2 enquêtes en parallèle. L'une porte sur l'incendie qui a détruit la maison de l'officier de police Matt Bachmeier. L'autre a pour but de retrouver Brad Wren. Les 2 enquêtes sont liées, car la dernière fois que Brad Wren a été vu en vie, il était à l'arrière de la voiture de patrouille de l'agent de police Bachmeier. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, et quand on fait une enquête de police, la dernière personne qui a été vue avec la victime nous intéresse toujours beaucoup. La déposition de 4 pages et demie dans laquelle Brad Wren avoue avoir participé à l'incendie criminel de la maison de l'agent de police Bachmeier
a été écrite de la main de Bachmeier avant d'être signée par Wren. C'est la procédure habituelle. Brad Wren a signé les 4 premières pages de la déposition, mais pour une raison inconnue, il n'a pas signé la dernière page. C'est très inhabituel. Normalement, on note l'intégralité de la déposition et sur la dernière page, on fait signer le prévenu. Les aveux ont été soumis à une analyse spectrographique. À l'œil nu, l'encre utilisée dans la déposition de Wren est en tout point identique, mais ce n'est pas ce qu'indique l'analyse spectrographique. En utilisant différentes sources de rayons infrarouges, les spécialistes découvrent que les aveux ont été écrits à l'aide de 3 encres différentes. Toutes les signatures, ainsi que les initiales de Wren, sont rédigées avec une encre noire, avec un indice de luminescence élevé. Toute la première page, ainsi que le haut de la deuxième page, sont écrites à l'aide d'une encre gris-noir avec un indice de luminescence moyen. Ensuite, une troisième encre est utilisée, une encre noire qui ne réagit pas à la lumière infrarouge. Ce ne sont pas les seules différences. La case renseignant la profession de Wren indique chauffeur routier, ce qui est incorrect. Ce n'est pas la seule information erronée. La date de naissance de James Wren n'est pas la même sur la deuxième page, il y a écrit 1971. Ensuite, sur la troisième et la quatrième page, il y a écrit 1961. Et sur la cinquième page, il n'y a pas de date de naissance. Dans la déposition, Bachmeier fait une malencontreuse faute d'orthographe. C'est exactement la même que celle qui apparaît dans les menaces retrouvées sur le mur de son garage après l'incendie. Une foule d'indices concordants s'est maintenant accumulée contre le sergent Bachmeier et le désigne coupable de l'incendie volontaire de sa maison. Le déclenchement de l'incendie a été retardé grâce à l'emploi de fusées de détresse, ce qui donnait le temps aux policiers de se rendre au bowling dans le but de se constituer un alibi. Néanmoins, avant que le feu ne ravage le mobilier, le sergent avait pris soin de sauvegarder dans un coin sécurisé de son garage ses objets de valeur. Plus troublant encore, dans le compte rendu présumé de l'interrogatoire de Brad Wren, une faute d'orthographe était apparue, la même que celle qui figurait dans le message vengeur des proches de Guadalupe Rios, l'homme que Bachmeier avait abattu 8 ans plus tôt. Dès lors, une nouvelle question se pose aux enquêteurs. La disparition de Brad Wren est-elle liée à l'incendie? Le procès-verbal de son interrogatoire présumé présente des signes de falsification. 3 encres différentes ont été utilisées pour le rédiger. Une page n'a pas été signée et la date de naissance du suspect varie d'une page à l'autre. Les policiers en viennent alors à échafauder une hypothèse ahurissante. Après avoir incendié sa maison, Matt Bachmeier aurait ensuite assassiné Brad Wren. Les policiers décident alors de fouiller la voiture de patrouille de Bachmeier. Ils y trouvent quelque chose d'étrange. Quand les experts inspectent la banquette arrière de la voiture de patrouille de Bachmeier, ils découvrent de légères traces de sang. Au début, ils se disent qu'il s'agit d'une voiture de police et qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des traces de sang sur la banquette arrière d'une voiture de police. Mais quand ils enlèvent la housse de la banquette, ils découvrent plusieurs taches de sang au niveau des coutures. Le sang s'est infiltré par les coutures de la housse et a imbibé la banquette. En utilisant un échantillon de sang prélevé sur les parents de Brad Wren, un test de paternité inversé est effectué. Il prouve de façon définitive que le sang retrouvé à l'arrière de la voiture de patrouille est celui de Brad Wren. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Bachmeier explique que Brad Wren a saigné du nez dans sa voiture. Wren sortait d'une violente dispute quand Bachmeier est intervenu. Les enquêteurs décident de mettre cette hypothèse à l'épreuve pour voir si la taille de la tache de sang peut correspondre à un saignement de nez. Les experts scientifiques utilisent des banquettes arrière de voitures de police similaires pour conduire leurs tests. Ils se servent de sculptures portant une perruque et lestées de pois pour simuler une tête humaine. Les enquêteurs versent différentes quantités de sang sur les coussins. Ils découvrent qu'il faut 2 litres de sang pour produire une tache de la taille de celle découverte dans la voiture de patrouille de Bachmeier.
Un individu qui perd 2 litres de sang est dans un état critique. Les policiers retrouvent aussi des traces du sang de Bradren sur une paire de chaussures de travail appartenant à l'agent de police Bachmeier. Les enquêteurs pensent à présent que Bradren est mort à l'arrière de la voiture de patrouille de Bachmeier. Mais où se trouve le corps de Bradren? Sept mois après la disparition de Bradren, des randonneurs qui se promènent dans une zone réservée du Cougar Mountain Park, dans les environs de Seattle, découvrent des os et ce qui semble être un crâne humain. Les os ont été dispersés par les animaux. Plusieurs fragments sont retrouvés dans un périmètre de 500 mètres. Seul 20% du squelette est récupéré, mais la taille et la forme du crâne révèlent aux anthropologues légistes que la victime est un homme. L'état des os indique que le corps se trouve dans le parc depuis moins d'1 an. Les enquêteurs retrouvent également une tige de métal fixée à l'os du tibia. Cette opération chirurgicale est identique à celle qu'a subie Bradren. Dans le parc, juste à côté des os, les enquêteurs retrouvent aussi un plâtre rouge, blanc et bleu. Les témoins disent que Bradren portait un plâtre identique quand il est monté dans la voiture de patrouille de Bachmeier. Les enquêteurs effectuent un test ADN sur la moelle osseuse. Les résultats confirment ce dont se doutent déjà les enquêteurs. L'os est celui de Bradren. L'ADN de la moelle osseuse correspond également au sang retrouvé dans la voiture de l'agent Bachmeier. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis mise à hurler. J'ai pleuré à chaudes larmes. Mais j'étais quand même contente qu'on l'ait retrouvé. C'était horrible de ne pas savoir où il était. La petite amie de l'agent de police Bachmeier raconte aux enquêteurs qu'il possède une clé permettant d'accéder à la zone réservée du Cougar Mountain Park où le corps a été retrouvé. Pour les enquêteurs, il ne reste plus qu'une seule question sans réponse, le mobile. Cette histoire est tellement alambiquée et la façon dont le meurtre a été commis est tellement lamentable et évidente qu'on a presque du mal à y croire. Je crois que si on voulait en faire une intrigue pour un roman ou un scénario pour un film, personne n'en voudrait. Cette histoire est tellement absurde, bizarre et inutilement compliquée. Matt Bachmeier est un passionné de bowling. Son rêve est de participer à des tournois professionnels. Les procureurs pensent que Bachmeier a mis le feu à sa propre maison en se servant du retardateur pour avoir le temps d'aller à la salle de bowling et obtenir un alibi. Bachmeier avait peut-être prévu d'utiliser l'argent de l'assurance de sa maison pour financer son entrée sur le tournoi de bowling professionnel. Mais se débarrasser de ses trophées de bowling et de ses œuvres d'art avant l'incendie est une erreur classique. Quand Bachmeier apprend qu'il est suspecté d'incendie criminel, il cherche un bouc émissaire. Bradren est au mauvais endroit, au mauvais moment. Rien ne prouve qu'il soit allé au poste de police pour enregistrer sa déposition. Quelque part sur le chemin, Bachmeier arrête sa voiture et force Ren à signer plusieurs feuilles de déclaration vierges. Je ne vais pas vous emmener au poste. Je vais faire mon rapport en notant ce que vous m'avez dit. Il n'y aura aucune poursuite. Pouvez-vous me signer ces formulaires? Vous faites ça souvent? Oui. Aucun problème. Au cas où votre déclaration serait trop longue, vous pourriez me signer quelques formulaires en plus? Oui, bien sûr. Ensuite, Bachmeier l'assassine. Le sang de Ren se répand sur la banquette arrière, tandis que Bachmeier effectue les 30 minutes de trajet nécessaires pour aller au Cougar Mountain Park afin d'y jeter le corps. Un peu plus tard, Bachmeier écrit de faux aveux, mais les analyses calligraphiques révèlent la supercherie. Je n'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de lui mettre la main dessus.
J'avais envie de lui arracher tous ses membres, un à un. J'étais furieuse contre cet homme. Pour moi, ce n'est pas un être humain. Je pense qu'il doit avoir un problème dans sa tête ou quelque chose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à croire qu'un agent de police avec 25 ans d'expérience ait pu faire quelque chose comme ça sans être mentalement dérangé. Qu'est-ce que ça allait lui rapporter? Je ne comprends pas. Il s'est mis à raconter des histoires contradictoires à différentes personnes. Son histoire changeait tout le temps. Tout était parfaitement invraisemblable et totalement contradictoire, comme je l'ai déjà dit. Je pense qu'il est devenu désespéré. Il a pris de mauvaises décisions qui l'ont conduit au meurtre. L'agent de police Bachmeier est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à perpétuité. Les procureurs de Seattle expliquent que c'est l'un des cas de meurtre les plus bizarres qu'ils aient jamais rencontrés. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi quelqu'un qui se retrouve pris à son propre piège choisit d'aller aussi loin que de prendre une vie humaine. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui est arrivé arrive rarement chez un officier des forces de police qui possède 25 ans d'expérience. Mais les meurtres sont des événements fondamentalement inexplicables, excessifs et irrationnels. Quand on regarde les incohérences qu'il y a dans ces déclarations, à quel point elles sont incroyables, on n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui a passé 25 ans à interroger des prévenus, qui a été sur le terrain tous les jours, qui a écouté les explications boiteuses que lui servaient les contrevenants, ait pu penser qu'on allait croire à de telles histoires. Ce qu'il a raconté était idiot. Il a dit mensonge sur mensonge. Tout était ridicule. Je n'arrive pas à croire que qui que ce soit ait pu penser qu'on allait croire ça. Je crois que le mot stupide s'applique parfaitement. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a sous-estimé les gens qui travaillaient avec lui. Il a cru qu'il était plus intelligent que les autres, qu'il valait mieux qu'eux, et qu'il était capable de faire ça. Un de mes collègues disait récemment que quelqu'un allait sûrement écrire un bouquin sur cette histoire. Mais un autre collègue a dit « Je pense que personne n'écrira de bouquin sur cette histoire parce que quand on la raconte, personne ne peut y croire. » Mais c'est intéressant. Je crois que malheureusement, cette histoire va hanter notre service pendant un bon moment. Les autres détenus n'apprécieront peut-être pas d'être en prison avec un flic. Peut-être qu'à ce moment-là, justice sera faite. C'est ce que je lui ai dit le jour où il a été condamné. Je lui ai dit que, où qu'il aille, où qu'il soit envoyé, tôt ou tard, quelqu'un découvrirait qu'il était flic. Et ce jour-là, je crois que justice sera faite. Nous avons appris que Matt Bachmeier ambitionnait de devenir joueur de bowling professionnel. Or, pour s'inscrire aux compétitions auxquelles il souhaitait participer, il lui fallait des moyens financiers. Pour se procurer l'argent qu'il n'avait pas, il a incendié volontairement sa maison dans le but de toucher la police d'assurance. Ensuite, pour couvrir son acte criminel, il a manipulé Brad Vren, un homme mentalement déficient. Enfin, risquant une nouvelle fois d'être démasqué, le policier n'a pas hésité à le supprimer sommairement. Un tel enchaînement d'actes délictueux pour parvenir à des fins aussi futiles nous laisse désemparés. Aurait-on eu affaire à un faible d'esprit, qu'on ne lui aurait pas trouvé d'excuse, mais commis par un policier ayant plus de 25 ans d'expérience, ces crimes sont plus impardonnables encore. Aux États-Unis, comme partout ailleurs d'ailleurs, des policiers ripoux déshonorent parfois leur profession. À cet égard, un scandale avait défrayé la chronique en l'an 2000 à Los Angeles.
20 super flics de la brigade spéciale anti-gang ne reculaient devant aucun trafic. Raquettes et chantage, vente de stupéfiants et réseaux de prostitution, corruption, assassinat, enquête bâclée, fausses accusations. Ils étaient parvenus à faire emprisonner 99 innocents pour couvrir leurs propres crimes. Eh bien, démasqués, les 20 policiers véreux ont été suspendus de leurs fonctions, mais ils n'ont jamais été condamnés à la moindre peine. Des tests réalisés par des psychologues de la police ont mis en évidence la fragilité des témoignages oculaires. Alors pour ce faire, un certain nombre de volontaires pris au hasard dans la population avaient été confrontés à un crime factice reconstitué dans une rue de New York. Les psychologues demandèrent ensuite aux uns et aux autres ce qu'ils avaient vu. Combien de gangsters s'étaient rués dans la banque? Quelles étaient leur taille, leur couleur de peau? Combien de coups de feu avaient-ils tiré? Quelle était la marque et la couleur de la voiture dans laquelle ils s'étaient enfuis? Toutes les réponses varièrent d'un témoin à l'autre. Et les enquêteurs furent dans l'impossibilité de se faire une idée précise de l'événement. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre cette difficulté que nous avons tous de mémoriser avec précision les faits auxquels nous avons assisté. Et dans certains cas, les témoignages qui en découlent peuvent ruiner la vie d'un homme. En 1979, Diana Green est mariée depuis moins d'1 an à Kevin Green, un marine de 21 ans stationné sur la base militaire d'El Toro à Tustin, en Californie. Le 30 septembre 1979, Diana est au terme de sa grossesse et peut accoucher à tout instant. Pourquoi t'es comme ça? Cette nuit-là, les voisins entendent les Green se disputer. Une dispute de plus dans une relation que beaucoup décrivent comme explosive. Avec mes amis, parfois. Si tu buvais moins, je le ferais. Maintenant, laisse-moi. À 1h30 du matin, Kevin Green sort manger un hamburger dans un fast-food. À son retour, une demi-heure plus tard, il trouve sa femme avec une plaie béante à la tête et appelle la police. L'agent Paul White est le premier sur les lieux. Je n'ai rien vu qui aurait pu causer une telle blessure. À l'époque, j'ai cru qu'on lui avait tiré dessus. La blessure ressemblait à un impact de balle. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, malgré mon expérience dans un cas de figure identique, je supposerais la même chose. Diana Green a été violée. Sa blessure ne provient pas d'une balle, mais d'un coup violent qui a occasionné une fracture ouverte du crâne. Les médecins ignorent si Diana et son bébé survivront. Je lui tenais la main. Son hématome à la tête semblait très sérieux et elle avait de violentes convulsions. Je surveillais son rythme cardiaque et celui du bébé. Malgré leurs efforts, les médecins ne parviennent pas à sauver le bébé, une petite fille prénommée par la suite Chantal Marie. Diana tombe dans le coma et pendant les 3 semaines suivantes, les médecins réservent leur diagnostic. Notre fille était morte et voilà qu'elle aussi allait probablement nous quitter. C'était vraiment très dur. Sa famille avait fait venir un prêtre. On se préparait au pire. L'agression de Diana Green ressemble étrangement à 5 affaires non résolues de femmes violées et assassinées dans les environs. Toutes ces femmes ont été frappées de la même manière, puis assassinées. La presse locale a surnommé l'agresseur le bourreau des chambres. L'auteur de ces crimes s'était introduit dans les habitations, avait violé ces femmes et il avait frappé plusieurs d'entre elles, d'où son surnom de bourreau des chambres. Cet homme avait surpris ces femmes dans leur chambre et les avait agressées. Il y avait donc eu une série de crimes dans la région à l'époque. En fouillant dans le passé de Kevin Green, les policiers découvrent qu'il a un casier judiciaire et qu'il est consommateur d'alcool et de drogue. Et selon des témoins, Kevin a eu un comportement suspect après l'agression de Diana.
Il a fait des remarques totalement déplacées. Il avait même peur que sa femme l'accuse. Après 3 semaines de coma et une opération du cerveau, Diana Green reprend conscience. Cette dispute avait commencé auparavant ou elle a débuté ce soir-là? Non, non. Voici un enregistrement de la police qui montre Diana parlant de son agression. Sa blessure à la tête ayant altéré sa mémoire et sa diction, elle ne peut pas dire grand-chose aux policiers. Les policiers pensent que leur enquête sur le bourreau des chambres est au point mort. Jusqu'à ce que Diana se souvienne de quelque chose. Tout de suite après l'agression et le viol de Diana dans son appartement, les policiers soupçonnent son mari, Kevin Green. Je travaille dur! De plus, des voisins ont entendu le couple se disputer ce soir-là. Il l'avait déjà agressé à maintes reprises. Il avait également, je ne veux pas appeler ça un problème de drogue, mais il consommait de la drogue à l'époque. Une personne en colère sous l'emprise de la drogue peut être très dangereuse. Et c'est ce qu'on soupçonnait. Je l'avais déjà frappé. Lors d'une dispute, ça m'était arrivé, en effet. Parce que je ne supportais plus d'entendre les portes claquer, de voir des objets volés et d'entendre des choses blessantes. J'ai donné des coups. Je l'ai giflé et ça lui a laissé des bleus. Au début de l'enquête, les policiers retiennent 2 hypothèses. Soit Diana Green est la 6e victime du tueur en série qu'ils ont surnommé le bourreau des chambres. Soit son mari est l'auteur de l'agression. Son profil d'homme violent et consommateur de drogue et d'alcool ne plaide pas en sa faveur. D'autant que les statistiques indiquent que la plupart des crimes qui se déroulent au sein d'un couple ou d'un foyer sont l'œuvre du conjoint ou de proches parents de la victime. Mais Kevin Green clame son innocence. Il dit même posséder un alibi qu'il est facile de vérifier. Il est parti manger un hamburger aux alentours d'1h30 du matin, mais il ne s'est pas arrêté au fast-food le plus proche parce qu'il y avait trop de monde. Il est allé jusqu'à un autre situé à 15 minutes de là. Il aurait pu s'arrêter dans plusieurs fast-food des environs, mais son alibi, c'était qu'il avait passé beaucoup de temps dans sa voiture pour aller au fast-food. Les enquêteurs ont également des soupçons, puisqu'il n'y a aucune trace d'effraction chez les Green et que rien ne semble avoir été volé. Diana met du temps à se rétablir. Elle a subi de graves lésions cérébrales. Elle souffre d'aphasie, une incapacité à prononcer les mots, et elle est également atteinte d'une amnésie rétrograde. Lorsqu'une personne reçoit un violent coup à la tête, cela peut interrompre les séquences chimiques qui composent la mémoire. Cet état peut être temporaire ou permanent. Diana ne se souvient pas de l'agression ni de ce qui s'est passé immédiatement avant. Les médecins nous avaient mis en garde. Ne lui dites rien, ne répondez pas à ses questions. Elle doit retrouver la mémoire toute seule. Sinon, les choses que vous lui raconterez deviendront ses souvenirs. Après des semaines d'hôpital, et malgré une grande difficulté à s'exprimer, Diana est autorisée à rentrer chez elle avec son mari, Kevin. Mais 3 mois après l'agression, quelque chose se produit. Diana et sa mère sont dans la salle d'attente d'un cabinet médical quand, en feuilletant un magazine parental, Diana se souvient de quelque chose qu'elle avait oublié. Elle tente désespérément de communiquer avec sa mère. Elle montre son ventre pour faire allusion à sa grossesse, puis son alliance. Sa mère lui demande « C'est Kevin? Tu essayes de me dire que c'est Kevin qui t'a fait ça ?» Diana acquiesce. Elle a dit que c'était son mari qui l'avait agressée, que ce soir-là, ils s'étaient disputés parce qu'ils voulaient avoir une relation sexuelle. Le fait qu'elle refuse l'a rendue hystérique et il lui a sauté dessus, l'a violée, puis l'a frappée. Kevin Green est arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, de viol et d'homicide involontaire sur son enfant à naître.
L'échantillon de sperme recueilli après l'agression de Diana ne peut pas être utilisé pour une recherche ADN, puisque cette technique n'existe pas en 1979. Les analyses montrent que l'agresseur est du groupe sanguin O, comme Kevin Green. De plus, Diana déclare qu'elle n'a pas accepté d'avoir un rapport avec son mari le soir de l'agression. Kevin, lui, déclare qu'ils en ont eu un avant son départ au fast-food et qu'elle était consentante. Il se soumet au test du détecteur de mensonges pour corroborer ses dires et il le réussit. Mais Diana souhaite témoigner que son mari est bien l'agresseur. Ce sera donc au jury de trancher. En 1980, Kevin Green est jugé pour viol, tentative de meurtre et homicide involontaire sur son enfant à naître. J'ai travaillé dur toute la journée. Tu peux bien m'accorder un moment? À la barre, Diana déclare que Kevin et elle se sont disputés parce qu'il voulait coucher avec elle et qu'elle ne le voulait pas. Diana affirme que Kevin l'a frappée avant de quitter la chambre. Et quelques minutes plus tard, il est revenu dans la chambre. Il l'a roué de coups et violée. C'était le témoin clé de l'accusation. C'est assez courant dans ce genre d'affaires criminelles de n'avoir qu'un seul témoin à charge, étant donné la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Kevin Green raconte une toute autre histoire au jury. Il déclare qu'ils ont eu un rapport sexuel. Et que plus tard, en revenant du fast-food, il a aperçu un homme de couleur qui traînait à proximité de son appartement. L'homme est ensuite monté dans une camionnette noire et a filé. Quand je suis sorti du parking, je l'ai vu ouvrir la portière de sa camionnette. Il cachait sa tête derrière son bras et j'avais trouvé ça étrange. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait le pousser à se cacher. Le témoignage poignant de Diana Green fait basculer le jury. Les enquêteurs l'ont cru, le juge l'a cru, le procureur l'a cru et les 12 jurés l'ont cru. Et aujourd'hui, ce serait un peu facile de dire « Les gars, ça allait pas bien dans votre tête ?» On ne peut pas dire ça. Diana Green a été un témoin très convaincant. Elle s'est montrée très forte devant les jurés et semblait totalement sûre que son mari était l'agresseur. Nous avons donc eu un procès riche en émotions et un témoin parfaitement crédible. Kevin Green est reconnu coupable de tentative de meurtre sur sa femme et du meurtre de son enfant à naître. Il est condamné à une peine allant de 15 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Lors du procès, ils attendaient juste qu'elle me pointe du doigt. Vous aviez la victime, une pauvre fille blessée, jeune et belle, qui n'avait plus toutes ses capacités et ça se voyait. Les jurés ont gardé en tête cette image d'elle. Quand elle a identifié son agresseur, pour eux, elle ne pouvait pas se tromper, puisqu'il s'agissait de son mari. Kevin Green est incarcéré à la prison de Soledad, une prison de sécurité maximale où sont enfermés les plus violents délinquants de toute la Californie. C'était un endroit terrible. Et c'était la réalité. Je n'avais plus aucun espoir que ça s'arrange. Et quand j'ai vu ce qui arrivait aux gens autour de moi, j'ai pensé à mon affaire, à ma famille. Et ça m'a rendu fou. J'étais furieux. On m'a mis au trou un jour parce que 5 types voulaient me tuer sous prétexte que j'étais en prison pour le meurtre d'un bébé. L'amnésie qui handicape Diana n'a pas réussi à semer le doute dans l'esprit des membres du jury. Ils ont condamné son mari à purger une lourde peine. Car bien que Kevin clame son innocence, comment une femme pourrait-elle se tromper sur l'identité de son époux? Enfermé dans la prison de Soledad, parmi les criminels les plus dangereux de la Californie, Kevin Green tente
de survivre aux agressions. Sa vie est un enfer. Il ressasse alors les circonstances qui l'ont envoyé derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Et une image l'obsède. Celle de cet homme aperçu près de chez lui quelques minutes avant l'agression. Celle de cet homme qui dissimulait son visage et qui semblait attendre son départ. Celle de cet homme dont il ignore le nom, mais qui, dans son esprit, devrait être incarcéré à sa place. Le temps passe. Et après 8 longues années en prison, Kevin a épuisé toutes les voies de recours. Heureusement, il va pouvoir bénéficier de la liberté conditionnelle. Mais il y a un piège. Il doit admettre qu'il a bien agressé sa femme. Il refuse de le faire, même si cela signifie qu'il restera en prison. Leur problème, c'était que je refusais d'admettre que c'était moi. 2 ans plus tard, je suis repassé devant la commission. À nouveau, il se voit refuser la conditionnelle. Je ne voyais plus qu'une seule issue possible, la mort. À la prison de Soledad, Kevin Green prend une grave décision. Plutôt que d'admettre sa culpabilité, il va se suicider. J'ignore pourquoi, mais je me suis arrêté à temps. Et j'ai dit, mon Dieu, ça ne peut plus durer, il faut qu'on m'aide. C'était ma façon à moi de demander de l'aide à Dieu, et ça m'a calmé. Totalement calmé. Tout est devenu clair. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans ma vie. Dieu me faisait subir cette épreuve parce que j'étais assez fort. C'était pareil pour les autres. Ils pouvaient résister et ils devaient le faire. J'ignore pourquoi les projets que Dieu avait pour moi comportaient ça. Kevin Green passe 16 ans en prison pour un crime dont il se dit innocent. Puis un jour, sa prière est entendue. Le sergent Tom Tarpley de la police de Tustin, en Californie, est chargé d'enquêter sur une série de meurtres non résolus, les tests ADN pouvant maintenant aider à en résoudre certains. Il rouvre le dossier du bourreau des chambres. Le dossier comporte 5 cas de femmes violées puis tuées par un agresseur non identifié. Lors de ses recherches, Tarpley remarque qu'une des victimes du bourreau des chambres, Deborah Kennedy, a été violée et assassinée dans le même quartier que Diana Green, la même semaine et selon le même modus operandi. Les victimes se ressemblaient et vivaient à proximité. Les 2 agressions s'étaient produites à 1 semaine d'intervalle. Il était donc difficile de ne pas envisager un lien entre elles. J'ai donc étudié les 2 affaires et j'en suis venu à la conclusion qu'elles étaient bien liées. Dans un premier temps, le sergent Tarpley doit savoir si les 5 meurtres ont été commis par la même personne. Il envoie donc les 5 échantillons de sperme pour un test ADN. Les scientifiques confirment que les 5 viols et meurtres ont bien été commis par une seule et même personne. Depuis 1994, les échantillons ADN de tous les individus condamnés pour des agressions sexuelles en Californie sont entrés dans une base de données informatique. Le but de cette banque de données est de résoudre des affaires non élucidées jusqu'ici. Nous y entrons le nom des personnes ayant commis des délits graves, parce qu'on sait qu'il est vraisemblable qu'elles en aient commis d'autres. Depuis le milieu des années 80, la possibilité de prélever des échantillons d'ADN, de les conserver, d'établir une signature génétique et de la comparer à celle de suspects ou de victimes a totalement révolutionné la science médico-légale. Il y a un avant et un après ADN, comme il y avait eu un siècle auparavant d'ailleurs, un avant et un après empreinte digitale. Car empreinte digitale et ADN sont des marqueurs individuels incontestables.
à l'exception des jumeaux monozygotes pour l'ADN, chaque être humain peut être différencié grâce à eux. Alors une question terrible se pose à la conscience des enquêteurs. Si les tests ADN avaient existé au moment des faits, Green aurait-il été condamné pour l'agression de sa femme et la mort de son fœtus? Aurait-il croupi 16 ans en prison si les tests avaient pu prouver son innocence? Eh bien, la seule réponse possible à cette question est de soumettre l'échantillon de sperme recueilli sur Diana Green après son agression et de comparer l'ADN à celui du bourreau des chambres. Par chance, l'ADN du bourreau des chambres correspond à celui d'un détenu purgeant sa peine dans une prison californienne. Il s'appelle Gerald Parker. Il a été condamné pour le viol d'une jeune fille de 14 ans. Lorsqu'il est confronté à la preuve de l'ADN, Gerald Parker avoue être le bourreau des chambres. Mais le sergent Tarpley ne s'arrête pas là. Pendant l'interrogatoire, il demande à Parker si le nom de Diana Green lui est familier. À ce moment-là, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Il m'a semblé intéressé. Il était très bien renseigné sur l'affaire Green, ce qui m'a paru étrange. Il n'a pas parlé des autres affaires, mais il a déclaré avoir beaucoup lu sur celle-là et l'avoir suivie à la radio. Il savait qu'un Marine avait été condamné. J'ai gardé ça en tête. J'avais réussi à le faire réagir. Alors je ne l'ai plus lâché. Gerald Parker a également fait partie des Marines. Après une courte réflexion, Parker déclare au sergent Tarpley qu'il a quelque chose à confesser, une chose qui lui pèse depuis 16 ans. Tu pourrais venir avec moi et mes potes. Parker déclare qu'il était devant l'appartement des Green le soir du 30 septembre 1979 et qu'il les a entendus se disputer. Après le départ de Kevin Green, Parker avoue s'être introduit dans leur appartement avec un tasseau de bois, en passant par une porte non verrouillée. Et Parker explique pourquoi Diana a identifié son mari comme étant son agresseur. Quand Parker arrive à la porte de la chambre, Diana se redresse et le regarde comme si elle le reconnaissait. Persuadée qu'il s'agit de son mari, elle se rendort. Parker raconte ensuite comment il a frappé Diana Green. C'est bien lui que Kevin a vu devant son appartement le soir de l'agression. Je crois que ce qui le dérangeait le plus, ça peut paraître étrange, mais c'était qu'il avait été Marine comme Green. Il se sentait proche de lui. Le sergent Tarpley va lui-même annoncer la nouvelle de la confession de Parker à Kevin Green. Sur le moment, j'étais bouleversé. Je me suis effondré sur une chaise. Et Tom m'a dit que je m'étais mis à pleurer. Je ne m'en souviens pas, mais c'est possible. En même temps, j'étais toujours en prison, à la prison de Soledad. Je ne pouvais pas encore me permettre de baisser la garde, ni de penser que c'était fini, ou de faire confiance au système. L'échantillon de sperme prélevé sur Diana Green n'a pas été congelé pendant les 16 ans qui se sont écoulés, mais un test ADN est malgré tout réclamé. Les scientifiques utilisent un procédé appelé la méthode PCR, qui permet d'analyser d'infimes brins d'ADN, même sur des échantillons très endommagés. Le sperme est bien celui de Gerald Parker. L'ironie a voulu que le test ADN qui innocente Kevin Green existe depuis 12 ans et que Kevin vient d'en passer 16 derrière les barreaux. Quelques heures après les résultats du test, Kevin Green est libéré. Il aura passé 16 années en prison.
Aujourd'hui, Gerald Parker est dans le couloir de la mort. Diana Green vit en Californie. Elle s'est remariée, mais souffre toujours de troubles neurologiques. Kevin Green, lui, s'est aussi remarié et vit dans le Missouri. Il consacre maintenant sa vie à s'assurer que les prisonniers qui clament leur innocence aient accès aux tests ADN après leur condamnation. C'est un concours de circonstances incroyable qui a permis de découvrir que c'était Gerald Parker le coupable. C'est incroyable. C'est vraiment très troublant. On se demande comment éviter ce genre de choses. Mais je ne suis pas sûr que l'on puisse. Si la justice doit se tromper, elle se trompera. Des innocents sont condamnés. En Californie, nous avons une affaire qui le montre bien. C'est une affaire jugée par la Cour suprême de Californie, le ministère public contre West. Dans cette affaire, la Cour suprême autorise et même approuve qu'un homme innocent plaide coupable. Les juges ont déclaré comprendre qu'un homme faisant face à de graves accusations ne veuille pas risquer d'être condamné à une peine très lourde. S'il se voit proposer un marché ou qu'il a la possibilité de plaider coupable en vue d'alléger sa sentence, il peut le faire, même s'il est innocent. Les juges comprennent et approuvent ce système. Donc, la Cour suprême de Californie a reconnu il y a longtemps que le système n'était pas parfait. Kevin Green en est un exemple tragique. C'est une terrible erreur judiciaire, mais je comprends qu'elle se soit produite. Vraiment. Personne n'a commis d'erreur. Je ne crois pas que Diana Green ait commis une erreur. Elle a dit ce qu'elle croyait être la vérité. Et encore aujourd'hui, je pense qu'elle reste persuadée que la silhouette qu'elle a aperçue avant de se rendormir était celle de son mari. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Parker. Elle s'est allongée comme si elle m'avait pris pour son mari, mais c'était pas lui, c'était moi. Et c'est cette situation unique qui a conduit à ce drame. Toute l'affaire reposait sur le témoignage d'un témoin oculaire, la victime. Les témoins oculaires peuvent se tromper. Quand, en plus, le témoin en question souffre de lésions cérébrales et que personne ne s'en inquiète, ça conduit à une condamnation. Je n'ai été libéré que 16 ans et 3 mois plus tard. Et je serai encore en prison aujourd'hui, malgré mon innocence, sans les aveux de l'auteur du crime et la confirmation de ses dires par le test ADN. Je serai toujours enfermé. L'utilisation de l'ADN pour identifier l'auteur réel de l'agression, la preuve de son innocence par l'ADN et une commune appartenance au corps des marines avec le meurtrier ont sauvé Kevin Green d'une mort lente derrière les barreaux. Car si la signature ADN est capable de confondre les criminels, elle permet également d'innocenter les faux coupables. Une association américaine, Innocence Project, s'y emploie. Car des recherches ont montré que dans 75% des cas, des condamnations ont pu être annulées grâce à des tests ADN, le condamné ayant été reconnu à tort par un témoin oculaire. Au total, depuis 1989, 266 personnes, dont la plupart se trouvaient dans le couloir de la mort, surtout des Noirs bien sûr, ont ainsi pu être innocentées. Ce chiffre est encourageant, mais il montre aussi l'ampleur du nombre d'erreurs judiciaires dont sont victimes les couches les plus fragiles de la population. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.